Bien, bonjour à tous. Je me présente, je suis Pascal Morin, de la société Actuel Bureau. Je vous ai préparé une petite intro et un petit tuto pour vous aider à démarrer votre vidéoprojecteur interactif Epson. Donc, je vais d'abord vous parler du produit et des spécifications techniques ainsi que les réglages. Et ensuite, je viendrai vous faire une démonstration sur le logiciel propriétaire qui permet de gérer un tableau blanc scolaire. Donc voilà comment va s'orienter et se décomposer ma présentation. Un premier tour sur la partie mécanique, les réglages, la connexion au PC et ensuite on attaque la partie logiciel. Donc pour commencer, votre vidéoprojecteur interactif est fourni donc avec deux stylets que vous trouvez ici. Alors les stylets sont, il y a deux stylets, un qui sont identifiés avec une petite couleur, celui-ci un orange et un bleu. C'est uniquement pour pouvoir repérer les fonctions. Vous pouvez les utiliser les deux en simultané ou les deux avec des réglages différents, une couleur rouge, une couleur bleue, etc. On va le voir tout à l'heure. Particularité, donc une pile R6 à l'intérieur. Ça consomme généralement pas trop. Attention à ne pas les stocker peut-être vers le bas, puisque là pour le coup vous généreriez des clics en permanence. Vous avez une petite boîte, deux stylets. Sur ces stylets vous pouvez changer les embouts. On vous a laissé une petite pochette avec des embouts de type feutre ou des embouts de type pointu et dur. Si vous voulez les remplacer, il faut dévisser le capuchon transparent. Il y a un petit pas de vis et vous pouvez les remplacer à souhait s'ils sont également usés. Sur ces stylets, vous trouvez également un bouton qui va générer un clic droit, mais vous allez aussi générer des clics droits en maintenant la pression pendant plus de 1 seconde et demie, 2 secondes pour obtenir un clic droit. Donc voilà pour la présentation seulement des stylets. Ce projecteur, il est généralement il est en ultra court focal, ce qui vous permet de ne pas être vous dans la projection quand vous êtes avec vos élèves. Donc ça c'est le premier point fort du produit, vous n'êtes pas ébloui et c'est quand même assez confortable. Le stylet va avoir besoin d'être calibré. Donc, vous voyez là je fais des clics, ces clics vous permettent de vous assurer qu'il est bien calibré. Voilà, j'ouvre le menu Windows. Si il venait à pas être bien calibré, il faut faire le calibrage. Donc sur la télécommande Epson, vous avez une touche menu. Alors on peut aller dans le menu, chercher, réglage, calibrage automatique. Pour vous simplifier la vie, le calibrage, on l'a mis sur la touche User, qui est à peu près ici. Voilà. Vous appuyez 2 secondes sur la touche User et le projecteur va venir vous proposer la mise au point. Donc régler mise au point pour meilleure visibilité des caractères. Bon, vous prenez les consignes, hein, il ne faut pas être dans le champ. Il faut éviter aussi qu'il y ait des magnettes sur le tableau. Hein, par exemple, ceci gênerait le calibrage, hein, bien sûr. Donc vous nettoyez votre tableau, vous appuyez sur OK pour lancer le calibrage. Donc il est équipé d'une caméra et il va donc s'auto-calibrer avec les stylets. Voilà, ça c'est le cas si vous avez un décalage entre le stylet et l'image. On fait un petit calibrage. Ou si vous intervenez sur le zoom, donc il faudra recalibrer également. Voilà, donc je viens vérifier que le calibrage est de qualité. Mon pointage vient bien aux endroits attendus. C'est parfait. Le réglage est correct. Donc ça c'est voilà, pour le calibrage de stylet. Première petite subtilité. Sur le côté du vidéoprojecteur, ici vous avez un mode. Alors ce mode peut être soit en mode PC avec une petite souris, soit en mode projecteur autonome. Donc quelle est la cause à effet de ces modes? Quand je suis en mode souris ici, vous avez vu que je peux cliquer et être interactif avec l'ordinateur. Quand je suis en mode autonome, le projecteur ne tient plus compte de l'ordinateur. Donc je ne suis plus tactile sur la partie PC. Je deviens uniquement autonome
avec le projecteur, sans lien particulier avec le PC. Donc, je serais tenté de dire que pour que la démonstration soit complète, on pourrait supprimer une image qui arrive de l'ordinateur, puisque le mode autonome est plutôt fait pour l'utiliser grâce à un petit logiciel ici qui est intégré et qui permet en fait de récupérer un tableau blanc et puis de commencer à l'utiliser en mode autonome, sans lien avec l'ordinateur. Donc ce qui veut dire qu'après je ne peux pas enregistrer mes présentations, je ne peux pas enregistrer mes annotations. Donc ça c'est plutôt, vous n'avez pas votre PC, vous voulez quand même lancer le tableau blanc et faire des annotations, vous le lancez en mode autonome. 99% du temps, et 99% des utilisateurs l'utiliseront en mode PC souris. Donc attention aussi, si par inadvertance vous passez dans le mode PC stylet, qui est très bien d'ailleurs pour diagnostiquer si votre projecteur fonctionne bien, hein, si vous rencontrez des problèmes dans le mode PC et tactilité, les clics ne sont pas au bon endroit, etc. Vous pouvez aussi passer en mode autonome, juste pour tester que votre projecteur fonctionne bien en mode autonome. Donc si c'est le cas, c'est que simplement vous avez un défaut de réglage sur votre PC. Donc je reviens en mode PC. Voilà, donc le mode autonome, normalement vous ne l'utilisez pas. Ça peut être bien d'y aller donc, pour diagnostiquer vos stylets, votre fonctionnement, votre calage de projecteur. Alors je vous disais qu'on pouvait être décalé. Alors c'est vrai si la résolution de votre ordinateur n'est pas correctement réglée avec le projecteur. Donc là on n'est que dans la partie technique et petit réglage. Donc là je suis bien. Il peut se passer que votre image soit de taille inappropriée, un petit peu plus petite, un petit peu plus resserrée. Donc ça signifie que votre partie informatique est mal réglée au niveau de la résolution. Alors, qu'est-ce que l'on attend, nous, en résolution dans Windows sur le projecteur, qui lui est prioritaire sur votre ordinateur, puisqu'on va soigner l'affichage pour les élèves. On fait un clic droit sur le bureau, paramètres d'affichage. Dans les paramètres d'affichage, ici on est en mode dupliqué, hein, c'est-à-dire qu'on utilise bien la même image sur le projecteur que sur le PC, et on doit avoir cette résolution, 1280 par 800. Le projecteur peut tolérer sur certains produits 1280 par 768, mais vous devez être à peu près toujours sur un de ces deux réglages, c'est important. Si vous avez forcé la résolution très haute, plus souvent sur les portables de dernière génération, c'est du 1920 par 1080, vous ne verrez pratiquement plus rien au niveau de votre vidéoprojecteur. Donc ce qui va quand même poser des petits soucis pour ceux qui vont être un petit peu loin. Donc voilà le réglage 1280 par 800 à venir amener en cas de décalage entre l'image et le réglage d'origine. Ça peut arriver quand vous débranchez le portable, quand vous le rebranchez. Le réglage peut évoluer. Donc voilà ça pour les réglages. Ensuite, au niveau de l'entretien de la machine, donc là vous ne la voyez pas dans la vidéo parce que j'ai coupé pour privilégier la taille de l'écran. Il faut de temps en temps venir intervenir sur le filtre. Voilà, donc je vais vous montrer comment intervenir sur le filtre. Moi je vous conseille de vérifier votre filtre tous les trimestres à peu près pour s'assurer de la bonne ventilation de votre vidéoprojecteur. Donc la première chose à faire, ça va être de faire cette opération machine éteinte. Donc pour ça je presse 2 fois le bouton d'allumage. Il a bipé, il est éteint. Vous avez une grille ici sur le côté que vous venez ouvrir avec la petite tirette. Voilà. Et vous venez retirer le petit filtre qui est ici. Très important, vous faites ça, vidéoprojecteur éteint. Le filtre, vous le tapez, vous l'aspirez. Voilà, vous le rendez, bon là il est bien évidemment tout neuf. Hein, et puis vous venez le replacer, le clipper et refermer. Pardon, le clipper. Vous le reclippez à son emplacement et vous refermez. Petite astuce également, vous avez sur le côté du filtre, dans cette trappe, une petite tirette blanche ici. Cette tirette peut vous aider à améliorer la netteté d'écriture si vous trouvez que c'est un peu plus trouble sur le bas de l'écran ou le haut de l'écran. Vous pouvez intervenir sur cette petite molette, en haut et en bas. Voilà.
et vous refermez et vous pouvez relancer votre projection. Donc à faire tous les 2-3 mois, suivant la qualité d'air dans votre classe, ça peut être plus éloigné, ça peut être plus rapproché. Côté PC, nous avons quoi? Si nous sommes sur un portable ou un fixe, ça a un peu d'importance. Votre vidéoprojecteur interactif, généralement, il arrive en complément des réseaux par 2 connectiques. Une connectique USB classique. Alors, elle a pour fonction de transférer la tactilité. Sans cette USB, votre tableau ne serait plus tactile. Donc, vous perdriez la fonction de clic avec les stylets. Et vous avez donc également un câble HDMI qui vous fait le transfert d'image et de son. Donc, vous avez sur le projecteur, je vais vous montrer, un haut-parleur intégré de 16 watts qui vous permet de diffuser des sons directement. Donc vous voyez tout de suite l'incidence. Dès que j'ai branché, mon portable ici a eu 2 bandes qui se sont rajoutées sur les côtés, de manière à appliquer la bonne résolution dont nous discutions tout à l'heure, 1280 par 800, de manière à avoir un tableau pleinement rempli, avec des résolutions et des grosseurs d'écriture qui soient correctes et qui soient lisibles jusqu'au fond de la classe. Donc voilà le produit, vous ne l'avez pas vu tout à l'heure. Sur les boutons de façade, vous ne devez pas intervenir, puisque à la télécommande, tout est réglable. Si vous avez un jour un déréglage de l'image ou un remplissage erroné au niveau du tableau, n'intervenez en aucun cas sur les molettes qui se trouvent au-dessus du projecteur. Le réglage mécanique est quelque chose de compliqué, il sera difficile de le rétablir. Donc faites appel au support et ne touchez pas au réglage physique de la machine. Voilà la petite intro. Pour la partie connectique, à vérifier, donc en cas que l'image n'arrive pas, en cas que la tactilité soit défectueuse, vous vérifiez les 2 connectiques côté informatique. Donc on continue la présentation mécanique. Donc vous avez vu côté portable les connectiques, vous avez vu les stylets et le calibrage, des réglages graphiques que l'on attend, les 280 par 800. Je vais vous présenter donc la partie des fonctions les plus intéressantes de la télécommande. La première, donc vous allez avoir sur la partie haute des informations de source. Donc ça c'est pour rechercher l'image si vous n'avez pas d'image. Vous allez voir que votre projecteur va rechercher la source qui l'alimente. Vous voyez, il s'est arrêté sur l'HDMI 1. Donc cette partie haute ici n'a pas d'autres intérêts puisque ce sont ici d'autres sources d'alimentation que vous n'utilisez généralement pas. Le bouton d'allumage, vous avez une sécurité. Il faut toujours confirmer 2 fois pour pouvoir éteindre le projecteur. Pour une raison simple, c'est que la technologie des projecteurs, quand il est chaud et qu'on l'éteint par inadvertance, il est plus long à démarrer que quand il est froid. Donc imaginons que je fasse tout simplement un appui malheureux sur la touche alors que je suis en présentation. Pendant une quinzaine de secondes, un peu plus, voire 1 minute, j'aurai plus d'image et donc je serai obligé de meubler. Donc il y a bien une sécurité, il faut que j'appuie une seconde fois pour éteindre complètement l'outil. Vous allez avoir les touches de 1 à 9, on ne s'en occupe pas. Ce qui peut être intéressant, les touches auto ou aspect non plus n'amènent rien. Le paint mode, alors ça c'est ce que je vous expliquais en introduction, c'est le mode autonome et le mode PC. Alors si un jour vous passez au mode autonome par erreur, vous pouvez soit aller cliquer au bout ici, sur cette partie-là, et revenir avec le mode PC plus souris, ou depuis la télécommande, vous pouvez la récupérer avec le mode autonome. C'est en noir ici, juste au-dessus de la touche 0. Le menu, il est peut-être un petit peu complexe et généralement vous n'avez pas forcément besoin d'y aller. On peut aller faire un calibrage manuel au lieu d'utiliser la touche User si on s'en sert plus. On va le trouver dans les paramètres avancés, Easy Interactive Function. Et là on peut calibrer automatiquement. Rappelez-vous, 2 secondes sur la touche User ici, fait exactement la même chose. Donc je ressors du menu. Qu'est-ce qui va être intéressant? C'est essentiellement à cette zone-là, sur le bas.
passer des pages sur PowerPoint, par exemple. Le zoom a peu d'intérêt, hein, c'est pour agrandir momentanément l'image. Important pour vous, le volume, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un haut-parleur de 16 watts intégré dans le projecteur. Donc vous le gérerez bien sûr depuis l'ordinateur à 90% du temps. Mais pensez-y, vous avez aussi une jauge de volume sur le projecteur lui-même. C'est ici. Donc important, si vous êtes à 100 sur votre ordi et 0 ici, vous aurez un défaut de son. Donc pensez-y à garder toujours un volume suffisant ici pour ne pas faire appel au support sur le son. Les trois boutons du bas ici, il va y en avoir que deux d'intéressants. Le menu AV Mute ici vous permet de couper l'image. Vous voyez, on a une image noire. Alors ça c'est très intéressant pour récupérer l'attention de vos élèves. Vous avez des élèves qui vous écoutent plus, qui sont plutôt fixés sur le numérique et plus sur vous. Vous allez utiliser le mute, comme ça vous coupez instantanément l'image et vous ramenez l'attention sur vous. Vous pouvez aussi utiliser cette fonction quand vous partez en récréation. Au lieu de faire une coupure complète du projecteur qui va initier une phase de refroidissement puis de redémarrer le projecteur, il est plus économique pour lui d'utiliser l'AV Mute quand vous partez en récré. Quand vous reviendrez, vous n'aurez plus qu'à le relancer, il sera déjà prêt à l'emploi. Et c'est moins consommateur dans la durée de vie de l'ampoule. Le split en anglais c'est partagé, c'est coupé. Ça a un intérêt que si on utilisait deux ordinateurs pour pouvoir afficher deux images en même temps, comme vous le voyez là. Ça n'a absolument aucun intérêt quand on n'a qu'un seul PC. Donc voilà pourquoi je vous disais que cette touche était moyennement intéressante. Vous allez avoir la touche Freeze. Donc pour les anglophones, c'est le gel. On va geler l'image, ce qui va être intéressant pour, par exemple, ici geler. Vous avez en haut ici, au-dessus de la télécommande, précisément là, l'indication gel qui s'est marquée. Voilà, je défloute parce que le zoom était sur la télécommande. Donc l'option gel vous permet d'intervenir sur votre ordinateur de manière à ce que les élèves ne voient pas que vous consultez par exemple votre messagerie professionnelle et où je prépare un autre exercice et je viens le défriser au moment qui m'intéresse. Je viens dégeler la projection. Voilà, donc on continue la partie télécommande par la touche Home qui est ici en bas. Alors la touche Home. La touche Home, elle vous amène sur ce panneau de config qui est en fait un petit peu l'accueil du projecteur. Elle vous dit que vous êtes sur la source qui est engagée. Donc ici on reçoit bien l'image du PC via l'HDMI 1. On va avoir les données réseau quand ils sont connectés en réseau. 90% des installations ne sont pas connectées au réseau. Donc cette partie-là est à occulter. Vous allez avoir le calibrage auto qui est de nouveau disponible, comme sur la télécommande touche user. Bien évidemment, je vais donc utiliser un stylo. Ici, je vais initier un calibrage auto depuis le menu Home. Mais je ne vais pas le faire puisque je suis parfaitement calibré. Ce menu, je peux le rappeler soit depuis la touche, soit je peux utiliser ce bandeau. Ce bandeau, il est intégré au projecteur. Il va venir s'ouvrir quand j'amène mon stylet dans la zone basse, comme ça. Vous avez vu que du fait que je freine le stylet et que je me promène en bas, il a ouvert cette petite barre. Alors cette barre, je peux rappeler le menu Home dessus, et puis je vais vous la détailler. Dans ce menu, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir gérer la consommation électrique. Alors quand il parle de consommation électrique, c'est la puissance, la luminosité qu'il va développer. Par défaut, ce produit il est équipé d'un capteur de luminosité qui va gérer automatiquement sa puissance. Plus il va y avoir de la lumière, plus il va augmenter en puissance et inversement. Maintenant, un utilisateur sensible au niveau de la luminosité va vouloir la réduire. Donc vous pouvez aller sur la consommation électrique. Je suis passé du mode automatique ici au mode normal. En rappuyant, je passe en mode éco. Le produit a baissé en luminosité. Il a aussi baissé en ventilation. Donc le niveau sonore a descendu. Ça peut être intéressant quand on fait du film ou si l'environnement est peu lumineux. Vous allez avoir un confort puisque vous aurez moins de bruit au fonctionnement. Enfin, vous avez un niveau Eco 2 qui est encore plus bas, qui lui va aussi éteindre la machine plutôt rapidement en termes d'économie. Donc ça va plutôt vous gêner parce qu'il va venir se mettre en veille si vous restez quelques minutes sans l'utiliser.
Donc, quand vous ne savez pas, au départ, vous pouvez rester en automatique, voir comment il se comporte suivant l'éclairage qu'il y a dans votre classe, en fonction de l'ensoleillement, en fonction de la luminosité. Et après, vous pouvez donc venir jouer avec les deux réglages pour trouver votre zone de confort. La partie couleur, ce sont des spécifications de couleurs plutôt chaudes, plutôt froides. Vous voyez, là on est en mode cinéma, ça a un petit peu cassé les blancs. On a un mode sRGB. Bon, le détail, je vous en fais cadeau. Tableau noir, ça vient soi-disant annuler une surface plutôt grise. Le mode dynamique qui accroche plus fort, sachant que le mode de base, c'est le mode présentation. Donc voilà pour la partie homme. Le split, vous le retrouvez, c'est ce qu'on a vu en bas de la télécommande, qui permet de couper deux sources en même temps. Pas d'intérêt quand on n'a qu'un seul ordi. Je vais revenir sur la partie, alors je vais fermer. Je vais revenir sur la partie du bas. Alors cette partie du bas, elle va avoir un intérêt. Je suis loin, je peux éteindre le projecteur directement depuis ici. Vous voyez, voulez-vous éteindre, oui, non. Je vais pouvoir gérer le visualiseur s'il est connecté. Donc là, dans mon cas, j'ai bien un visualiseur, mais il n'est pas connecté. Je vais pouvoir mettre un petit chrono ici ou un compte à rebours pour pouvoir donner des exercices avec ou sans son pour pouvoir donner un temps de réalisation à mes élèves. On va retrouver le split, donc les deux sources. On laisse tomber. On va pouvoir gérer le son sans se déplacer pour reprendre la télécommande. Je vais pouvoir couper le son par exemple ou l'augmenter. La pause, c'est le gel, vous l'avez vu tout à l'heure. On retrouve la fonction qui s'est activée en haut. En coupure de son, je vous en ai parlé. Le zoom avec, vous ferez le test, peu d'intérêt. Le partage, ça c'est plutôt pour envoyer une présentation en mode autonome sur une clé USB sur le produit. Hein. Cette partie-là gère uniquement le mode autonome du vidéoprojecteur. Genre, si j'utilise l'imprimante, vous n'imprimerez rien depuis ici, il faudrait que l'imprimante soit connectée au projecteur. Et le visualiseur, c'est le même principe. Ce bandeau gérerait le visualiseur connecté directement au projecteur. Vous, dans l'utilisation que vous avez scolaire, vous utilisez votre visualiseur sur l'ordinateur portable, donc vous ne le piloterez pas depuis cette barre-là, puisqu'il n'est pas connecté directement à la machine. Vous le piloterez depuis le logiciel Easy Interactive Tools qu'on va voir tout à l'heure. L'enregistrement, c'est pareil. Ici, on est plutôt dans la gestion du mode autonome. Donc ici, on enregistrerait sur une clé USB connectée au projecteur et pas sur l'ordinateur. Voilà, donc si cette partie-là est moyennement en fait intéressante, plutôt là, et sur la gestion du son et des pauses, toute cette partie-là, mis à part la maison, là, est quand même moins intéressante au quotidien. Voilà pour les spécifications et les premières infos sur la machine. Le logiciel Easy Interactive Tools, pour ceux qui veulent s'y coller, vous le trouvez soit sur le bureau directement, soit vous allez le trouver dans les logiciels sous le thème Epson Projector, me semble-t-il. Epson Projector, et vous trouverez Easy Interactive Tools. Voilà. Donc vous pouvez faire un clic droit dessus s'il n'est pas sur votre bureau, plus, et vous avez l'option ouvrir l'emplacement du fichier. Ici vous faites un clic droit, envoyer vers bureau. Voilà, pour moi il est déjà, je ne vais pas le refaire. Donc nous y voilà. Le logiciel, vous le lancez avec un double clic. Donc bien évidemment, dès que vous voulez faire autre chose qu'un clic sur la partie Windows, savoir piloter votre vidéoprojecteur uniquement votre souris, si vous voulez faire des annotations, il faudra lancer ce logiciel-là. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre d'avoir les stylés, la notation à l'extérieur aussi du tableau blanc qui est ici. Donc Easy Interactive, comment il fonctionne? Donc je le lance dès que je veux même être en mode Windows ou en mode tableau blanc pour faire des annotations. Là je suis en mode tableau blanc, vous le voyez grâce à cette barre ici sur le bas que je vais vous détailler. Pour les besoins de la vidéo, je vais la déplacer et je vais la monter pour que vous puissiez le voir et que je ne gêne pas lors de l'exercice. Vous avez ici, on va commencer
gauche à droite, comme ça on va rien rater. Cette partie-là vous permet d'amener un fond sur votre tableau blanc. Donc amener un fond, ça va être à partir d'une image enregistrée ou par exemple pour ceux qui font l'apprentissage de l'écriture, si vous recherchez des CLIS, vous allez pouvoir les charger dans Google Images, télécharger les CLIS et venir ici, les sélectionner et les faire ouvrir pour les intégrer. On a le même fonctionnement ici avec déjà des fonds prédéfinis, fond noir, des lignes diverses et variées. À l'extrême, vous pouvez télécharger un terrain de basket pour faire de l'apprentissage au basket, pour aller d'un extrême à l'autre. Donc par exemple ici, je vais prendre des lignes sommaires, on va dire. Je peux aussi aller chercher une image dans l'ordinateur, je peux aller chercher une image dans un fichier, ou je peux obtenir une image depuis mon visualiseur. Alors pour compléter un petit peu l'introduction de tout à l'heure, là pour le coup j'ai connecté le visualiseur à mon portable et j'ai mis une production d'un enfant. Donc là je fais appel à mon visualiseur et je fais une capture si j'en ai envie du contenu pour avoir un fond. Bon, visualiseur, on va y revenir de toute manière tout à l'heure. Donc voilà pour le fond. Je viens d'appliquer un fond sur la page 1 sur 1. C'est le même fonctionnement, vous savez, les anciens paperboards. Vous allez pouvoir ajouter des pages à l'infini. Au niveau du tableau blanc, vous n'êtes pas limité. On va voir comment. Déjà, vous avez le petit logo ici qui est assez explicite. Vous cliquez là-dessus, vous allez avoir une page 2 sur 2. On reste ici à gauche. Donc ici, je vais chercher un fond spécifique. Ici, je vais chercher mes fonds spécifiques aussi et quelques fonds définis. Et ici, je viens voir ma story, mon historique de page. Bon, pour la démo, on va s'en rajouter une petite, une numéro 2. On va annoter avec un numéro central comme ça pour s'y retrouver un peu dans l'aperçu. Donc ici, dans la numéro 2, numéro 1, numéro 2, je vais avoir ici les lignes, ici la partie numéro 2. Je passe de l'une à l'autre comme ceci. Et ici, je replie l'historique. L'avantage de l'historique, pour réorganiser, on peut dupliquer aussi une diapo. On peut aussi ensuite les faire glisser l'une après l'autre, que la 2 devienne la 3, etc. Donc voilà, classique. Au moins, je vous aurais montré cette fonction. Donc cette partie-là, c'est bon, nous l'avons balayée. On va s'attaquer à la barre que je vais garder haute comme ceci. Donc le passage des pages, vous avez vu également. On va attaquer par ceci. Donc la partie tableau blanc, vous pouvez passer du tableau blanc à l'annotation Windows. Alors l'annotation Windows, je vais sortir du tableau blanc, de mes pages, et je vais me retrouver sur le bureau Windows. Et je vais pouvoir annoter une page web, on va y aller. Donc je me mets en mode annotation. Je suis sorti de mon tableau blanc. Je peux, si je le souhaite, faire des clics. Pour ça, je suis obligé quand même de préciser que je veux un mode souris. Sinon, il va annoter directement sur la page. Ça, c'est un peu le seul point où vous allez avoir un effort un petit peu cérébral. Vous allez vous faire piéger au départ. C'est-à-dire que vous allez vouloir cliquer et vous allez annoter. Je vais vous le faire. Je me mets sur un stylo rouge. Je reste en mode annotation. Je veux cliquer sur VLC Media Player. Je suis en train d'écrire dessus, je ne clique pas. Et donc ça déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire avoir une ou deux fois avant de passer en mode souris, puisqu'on va dire que mon projet, quand je suis sorti en annotation, c'était d'annoter une page web et pas d'écrire sur une icône. Donc je vais effacer l'écran ici, parce que je ne veux pas ce contenu. Je vais lancer mon navigateur, bon, en l'occurrence ici Edge, et je me retrouve très rapidement, alors, le PC9, donc il va me faire il va m'enquiquiner. Je vais me retrouver donc sur un contenu et que je vais pouvoir annoter. Donc je repasse en mode annotation et ici je prends mon stylet et je viens écrire. Et je viens annoter des contenus de page web, des contenus Word, des contenus PDF, ce que vous voulez. Donc on est dans le mode annotation. Je peux aller après utiliser les fonctions qu'on va voir dans le tableau blanc. Ça va être l'épaisseur des traits, les formes, etc. On va le voir ensemble. Donc voilà, ça c'est le mode annotation. Donc pensez, je passe de l'annotation à la souris. Là, si je suis en mode annotation et que je veux fermer, je vais me faire avoir, parce que je vais écrire sur la 3.
Donc attention, je veux fermer, je prends le mode souris. Alors lui il m'avertit ici, hein. Je laisse l'avertissement pour l'utilisateur. Et là je peux fermer. Bon voilà, ça c'est un peu le plus, c'est presque le plus compliqué je dirais. Je vais revenir sur mon tableau blanc. Dans mon tableau blanc, il n'a pas bougé hein, parce que j'ai pas fait de capture de ce que j'ai fait en dehors. Je vais justement vous détailler la suite. Donc tableau blanc en notation son. Ici, vous aurez la possibilité d'enregistrer votre travail à la fin. Donc si vous avez 15 ou 16 pages, vous pourrez garder le travail effectué. Je vous montrerai comment, quand on va faire la croix pour sortir, ce sera aussi efficace. Vous avez ici une partie capture. Alors la partie capture, généralement on la lance plutôt en mode annotation pour récupérer des icônes ou quelque chose sur le web. Je vous fais la démo, je vais dans le mode annotation. Je me mets en mode souris parce que je veux aller dans Edge. Je suis obligé de le faire taire, voilà. Donc je suis dans mon mode Edge, je veux faire une capture. Alors je ne vais pas prendre tout l'écran, je vais prendre juste une sélection. Par exemple ce que j'avais mis en évidence là. Et je le capture. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a envoyé, en fait vous avez vu la flèche vers le tableau blanc. Il m'a envoyé ma capture dans une page du tableau blanc. Alors, je vais dans mon tableau blanc. On va bien le voir là, avec l'historique que j'ai laissé ouvert. Il a créé la page numéro 4 où il a balancé la capture dedans. Alors, c'est assez léger comme capture. Ça ne correspond pas vraiment à l'usage pédagogique ou à quelque chose de facile pour vous. Parce que ça m'a créé une page d'une part, ce que j'avais pas forcément envie. La capture, même au niveau d'elle-même, ça a été un vulgaire carré, donc je ne peux pas vraiment détourner, si vous voulez, que l'icône. Donc ça, pour moi, le logiciel est insuffisant à ce niveau-là. Donc je vous ai plutôt proposé de faire une autre chose. Alors je vais aller en mode annotation. Donc on laisse tomber pour l'instant le tableau. Vous connaissez peut-être pas, et si vous connaissez, tant mieux, l'option capture de Windows qui va être plus, et là j'ai écrit au lieu de sélectionner, hein, donc moi je suis le premier à me faire avoir. Je vais ici rechercher, si vous avez l'habitude, la partie capture. Donc je vais la taper à mon clavier. Ouais, je vais le faire aussi. Alors là il va se mettre en veille. Bon, mais je vais le taper au clavier. Donc je recherche capture dans Windows. Hein. Là que je me suis adapté. Il me manquait le C tout simplement. Donc capture. Voilà, l'outil capture. Donc c'est celui-ci. C'est un ciseau avec un espèce de lasso. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace. Donc je vous invite à le récupérer de cette manière-là, ouvrir l'emplacement du fichier, et vous en faites, alors j'ai les anciennes descriptions dessus, faites un clic droit, et vous l'envoyez, vous l'épinglez sur la barre des tâches. Comme ça, vous allez le retrouver ici. Alors ça, c'est super important, parce que vous allez voir comment moi je m'en sers. Je vais repartir dans mon tableau. Voilà, tableau blanc. On va refaire l'exercice. Bon, la 4, on va la supprimer. Hein. Celle-là, elle n'a aucun intérêt pour moi. Je vais rester sur une création de page, sans fond. Et je vais vouloir aller chercher un contenu extérieur. Donc, je vais partir depuis rien, hein, on est d'accord. Je vais dans ma partie annotation. Je prends ma partie souris, pardon, puisque de toute manière, là, j'ai effacé mon écran. Je peux aller maintenant travailler comme dans Windows, à partir de ma capture Windows. Soit je fais une capture en mode carré, soit je fais une capture en mode libre, par exemple, ce qui va m'intéresser. Donc je fais nouveau projet. Forcément, il faut que je la dégage. L'idée, c'était de prendre, par exemple, c'est de prendre l'icône shopping ici, que je détourne. Voilà. Donc c'est cette icône-là que je vais récupérer et insérer dans mon tableau blanc. Je la conserve, je la colle ici, copier. Je peux refermer ma capture. Comment enregistrer les modifications? Non. Je pense qu'il va peut-être me regarder. Je vais dans mon tableau blanc. Et ici, je prends dans les accessoires, là, un petit cartable qu'on va détailler ensemble, coller. Et je vais récupérer comme mon icône. Alors, vous faites copier-coller, en fait, tout simple. Et l'option coller, vous la récupérez dans le cartable. Bon, ça, c'est une petite aparté capture qui est important quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Et en plus, c'est dans l'ordre du déploiement.
On va s'attaquer, le petit cartable, on va le garder parce que c'est les outils. Avant ça, on va balayer des trucs très simples, ça vous le ferez naturellement en découverte. Vous avez l'épaisseur des traits, hein, donc stylet, stabilo, forme géométrique basique. Je vais gérer mon épaisseur de trait. Alors on va prendre du verre, voilà, donc là je suis un peu large. Bon là on est sur l'apprentissage vraiment très basique, hein, on va pas y rester 2 heures. On utilise donc les stylets de cette manière-là, on change les couleurs. Alors, les panels de couleurs, souvent on me demande des panels plus étendus. Dans la version qu'a livré Epson de base, ça reste ça pour l'instant. Les parties stabilo, donc c'est vrai que par défaut c'est le jaune, voilà, petit stabilo. Et vous avez les formes géographiques basiques. Donc avec ça, je vais pouvoir faire une droite. Je pars, je vais me faire une jolie droite tranquillement, là, vite fait. Voilà, je vais pouvoir faire un triangle, un rectangle, parce que si je dis carré, il y en a qui vont me reprendre, il ne sera pas tout à fait carré, il ne sera jamais tout à fait carré. De même, je ne vais pas me faire un rond, mais un cercle. Et pareil, on peut travailler le plein, la même chose, le plein directement. Vous voyez, ça c'est pas très compliqué, c'est même plutôt, même des fois trop simple, mais ça a le mérite d'être à la portée de tout le monde. La partie gomme, vous pouvez gommer plus ou moins gros, hein, avec la grosseur de la gomme. Moi je vais garder une gomme assez fine. Là il va enlever les figures une par une et ici il va hacher les traits. Donc voilà, plus la gomme est grosse, plus ça va être efficace, bien sûr. Ou après on peut aussi attraper la corbeille qui va faire nettoyer toute la diapo. On peut écrire, donc faire de l'espace texte. Vous pouvez également récupérer de l'espace texte directement, donc vous pouvez utiliser votre télé sans fil si vous êtes équipé. Vous pouvez aussi récupérer du texte via la capture sur des pages web, ça sera aussi efficace. Hein. Donc pareil, on choisit des choses dont vous êtes parfaitement habitué. La sélection, alors la sélection elle vous permet généralement de faire tourner les objets, de les agrandir, de redimensionner. Donc c'est basique, mais il faut savoir que c'est celle-ci. Ici on annule les dernières modifications classiques et la poubelle, on vient effacer la diapo. Dans mon cas, je vais la garder et je vais plutôt en créer une suivante. Donc voilà un petit peu l'introduction déjà basique au logiciel Easy Interactive. Ici on est en version 5.02 me semble-t-il, je vais le vérifier en passant par le mode souris, peu importe, et sortir de ça. Ouais, ici on est en 5.03. Alors il est possible que si vous visionnez ce tuto et que vous ayez été installé un petit peu avant, vous pouvez peut-être avoir une version 4 qui se présente un tout petit peu différemment. Vous pouvez charger cette version, la 5.03, directement sur le site d'Epson. Donc, une mise à jour de Windows 10 m'a perturbé dans la présentation puisque ça m'a redémarré la machine alors que nous étions en production. Merci Microsoft. Donc, je reviens sur un tableau qui est vierge parce qu'il m'a flashé mon travail forcément. Pour le driver, je vais vous faire plutôt un complément à part de manière à ne pas perdre de temps sur la démo qui va concerner très peu de personnes. Donc la mise à jour du driver, je vous ferai un lien séparé. Voilà, donc on continue là-dessus. Sur le tableau, Easy Interactive Tools, donc je vais remonter ma barre comme tout à l'heure pour pouvoir que vous voyez mieux les interactions. Les captures, on a vu cette partie-là, on a vu la poubelle. Il nous manquait à voir la partie accessoire. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans l'accessoire? Comme dans Word ou Excel, créer, nouveau, exporter, imprimer, donc via votre imprimante pour le coup. C'est la fonction informatique, alors qu'en bas, quand nous avions la barre ici, hein, cette fonction-là était réservée, je vous le rappelle, à une imprimante connectée au vidéoprojecteur directement. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles où il y a un PC connecté. Hein. Donc si vous voulez imprimer, vous utilisez le petit cartable et vous venez imprimer sur votre imprimante. Les paramètres, je vous laisse, il n'y a rien de technique, c'est uniquement vos préférences. Donc ça c'est quand vous aurez un petit peu découvert votre environnement, si vous voulez agrandir, vous voyez la taille des petites barres d'outils,
que des petites choses relativement simples, donc pas de grand chose à détailler, c'est uniquement les préférences utilisateurs. L'historique des fichiers récents, il n'y a pas de commentaires particuliers. Ici, on va piloter notre visualiseur, pour ceux qui en sont équipés, tout le monde n'en a pas. Moi j'en ai un, donc on va aller se faire la démo en toute fin de présentation, comme ça ne gênera pas à ceux qui ne sont pas équipés. Alors nous avons les zooms intégrés ici. Alors intéressant, je vais très rapidement ici marquer deux outils qu'on sache un peu où on est, puisque j'ai perdu mes pages grâce à la mise à jour Microsoft. Hop, je vais m'ajouter un fond vite fait. Allez, un fond vert à l'ancienne. C'est très bien, ça me va. Et je vais revenir sur ma page 1. Je prends mon petit cartable et je viens faire un zoom. Donc le zoom, c'est uniquement pour venir agrandir. Alors là, bon, là j'en ai mis un paquet, mais à chaque fois que vous cliquez, vous allez zoomer dans une zone en particulier. J'étais là. Bon, c'est pas forcément très utilisé. Ce qui est très utile, c'est l'ombre ici. L'ombre projetée, vous allez le remarquer pour ceux qui utilisent déjà pas mal le numérique, les enfants ont tendance à anticiper les cours numériques déjà préparés. Donc avec l'ombre, vous allez pouvoir cacher des réponses par exemple en bas et les obliger à rester dans cette partie-là. N'oubliez pas aussi, on en a parlé tout à l'heure, si vous avez des élèves qui sont trop distraits par le numérique et qui ne vous écoutent plus, vous utilisez la mute et vous les ramenez à vous directement. Comme ça, ils sont privés de distraction. Chose que je viens de faire. Donc la partie ombre, c'est sympa, ça s'active comme depuis le cartable et ça se ferme ici. Allez, on continue avec le projecteur. Le projecteur, c'est un zoom, en fait, ça occulte le reste de l'image. Ça permet d'aller en particulier à un endroit, voilà, précis, en occultant le reste. On en sort avec la croix rouge, toujours pareil. Qu'avons-nous dans le cartable encore? On va avoir le clavier, donc ça peut être intéressant lorsqu'on a besoin de venir faire une frappe quelques mots. Moi je suis pas très fan de ce clavier qui est très grand, donc ça vous oblige à batailler pour aller chercher les lettres. Je vous encourage plutôt à utiliser votre clavier sans fil si vous en êtes équipé. Ça va être beaucoup plus productif, vous le mettez proche de vous, sur une table, et vous n'aurez pas besoin d'aller au portable systématiquement. On va terminer par le collet que je vous l'ai montré tout à l'heure. Quand j'ai fait une sélection avec l'outil capture de Windows, je viens la récupérer et la coller dans n'importe quelle page de mon choix avec l'outil coller qui se grise quand j'ai mis quelque chose dans la capture. C'est le copier-coller, hein, tout simplement. Et on va finir cette petite présentation des IA interactives avec le visualiseur. Donc le visualiseur, moi je l'ai connecté, j'ai mis un document dessous. Donc, simplement on le connecte en USB, on le déplie, on fera peut-être une petite vidéo sur le visualiseur à part tout simplement. Et je l'appelle ici avec cette petite caméra. Alors pour ceux qui n'ont pas le visualiseur, il faut savoir que souvent ils vont activer automatiquement la caméra qui est intégrée à leur portable. Là je fais exprès de la changer parce que ça marche aussi. Hein. Vous allez avoir la caméra du portable qui s'est ouverte. Donc pour ceux qui n'ont pas de visualiseur et qui souhaitent faire d'expression orale, filmer ou des choses comme ça, ils peuvent utiliser la cam du portable pour diffuser un élève qui a une expression. Le visualiseur, lui, va avoir quand même notre fonction. On va plutôt amener du document, on va plutôt amener des choses plus précises. Alors, je vais aller me déplacer. Je vais par exemple faire défiler un peu le document de l'élève dessous. Je peux également, par exemple, voilà, compléter avec ma télécommande. Tout à l'heure, je vous faisais la démo de la téléco. Le visualiseur, ici, me permet de la fixer et de montrer à l'ensemble de la classe ce que je vous détaillais tout à l'heure sur la vidéo. Vous pouvez faire des zooms, vous pouvez agrandir en plein écran. Vous avez un autofocus ici que vous pouvez déclencher si c'est à votre goût pas bien à voyez, il a refait l'autofocus et il va venir automatiquement gérer la netteté la plus appropriée. La pause, je peux geler mon image parce que je vais geler par exemple pendant le temps où je vais changer ou préparer mes documents. Je peux également créer des petites vidéos avec le point rouge. Je peux enregistrer des séquences vidéo de choses que je peux préparer avant.
Je peux les enregistrer, je peux les exporter, je peux gérer manuellement l'allumage des LED qui sont intégrés au visualiseur. Et gérer un petit peu la balance des blancs. Donc je peux voilà, plus ou moins renforcer l'éclairage puisque mon visualiseur est équipé de LED. On peut laisser aussi en balance automatique. On peut également, bien sûr, utiliser les stylets pour annoter les parties qui se trouvent dans le visualiseur. Voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle a été complète. Pour toute difficulté d'utilisation, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans le mail qui vous a servi à voir ces vidéos. Vous envoyez un petit mail et puis vous rappelez vos coordonnées quand même pour une question de facilité. Et on vous rappellera pour soit prendre en main pour faire des réglages un petit peu spécifiques sur votre équipement si c'est nécessaire. Soit en cas de panne majeure, on fera un déplacement technique. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à faire un petit commentaire si vous avez vu quelque chose qui vous paraissait difficile à comprendre. Ça permettra de s'améliorer pour les prochaines. Quand vous quittez, vous avez, comme pour les logiciels Word, Excel, la demande d'enregistrement. Et là, je vais vous amener juste une précision. Quand vous dites oui, vous pouvez nommer. Et vous avez deux formats d'extraction. Bon, plusieurs autres, il y a aussi JPEG, tout ça, mais ça a peu d'intérêt. Je serais tenté de dire que l'intéressant, c'est PDF si vous voulez distribuer votre présentation à des gens pour qu'ils la relisent sans avoir besoin d'un logiciel propriétaire comme Easy Interactive Tools. Si vous voulez retravailler votre fichier depuis chez vous, par exemple, il faudra garder, on va quitter, hein, ici on va dire non pour la capture du visualiseur. Ici je quitte, et là il va me proposer d'enregistrer le cours d'Easy Interactive. Et là le cours, je vais lui donner un nom. Soit je le prends en format propriétaire Easy Interactive Tools, et je peux le retravailler chez moi en installant le logiciel. Il est téléchargeable sur le site d'Epson également. Soit je le mets en PDF pour distribuer quelque chose à des gens qui vont simplement le consulter en format PDF. Il sera plus modifiable, mais il sera consultable. Alors si je conserve le format natif Easy Interactive, il faut que j'aie Easy Interactive pour pouvoir le compléter depuis chez moi. Voilà. Vous le nommez, vous l'enregistrez et vous le marquez sur une clé USB ou un drive pour le travailler à un autre endroit. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à bientôt.